Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Désolé pour le petit délai. C'était le temps aussi de partager l'événement sur les réseaux sociaux. Je vous encourage, si vous avez des gens dans votre entourage qui sont intéressés par l'événement et qui ne peuvent pas le suivre parce qu'ils ne sont pas parisiens ou pas pu venir, à partager l'événement. Il est sur Facebook, la page Léonard Paris, et à minima partagé sur LinkedIn aussi, il me semble. Alors, d'abord, peut-être un petit mot sur Léonard Paris, ce lieu. Qui n'est jamais venu dans ce lieu? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ouais. Bon, ça fait plein de nouvelles têtes. Bah, écoutez, bienvenue. C'est un vrai plaisir de vous accueillir ici. Donc, Léonard, c'est la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci. C'est un lieu que Vinci a créé pour réfléchir sur les grandes tendances qui traversent notre société aujourd'hui, la transition environnementale, les nouvelles technologies, dont c'est un des sujets ce soir, mais aussi les nouvelles formes de travail. Et vous avez pu le voir, on vous a d'ailleurs mis un flyer sur un petit peu les deux cycles événementiels ouverts au public qu'il y a aujourd'hui. Et n'hésitez pas à y revenir. Donc c'est une plateforme d'innovation dans laquelle il y a à la fois des experts et des démarches prospectives sur un certain nombre de sujets, où on analyse le futur des activités de mobilité, des villes, à l'aune de certains sujets, comme celui des nouvelles technologies, comme celui de l'international. Mais c'est aussi un lieu où on fait, et on accueille un certain nombre de startups. On accueille aussi le think tank La Fabrique de la Cité, la Fondation Vinci aussi. Donc on a vraiment un certain nombre d'acteurs et l'objectif c'est vraiment de regrouper un certain nombre d'acteurs différents de la ville pour traiter ces thématiques, pour faire un enrichissement collectif de toute cette richesse qu'on a aujourd'hui dans la société et qu'aujourd'hui on n'agitait peut-être pas assez suffisamment. Toute cette agitation et tous ces sujets, ça nous amène aussi à regarder ce qui se fait ailleurs. Mais bien entendu, on n'est pas les seuls à vouloir regarder ce qui se fait ailleurs. Et donc, on a trouvé très rapidement sur notamment des sujets de nouvelles technologies de la Smart City un certain nombre d'autres acteurs de la ville, tout aussi importants, qui se posaient une question qui était la même que nous, qui était mais qu'est-ce qui se passe réellement en Chine? Vu que dans les médias, on entend et on voit passer beaucoup de choses qui sont parfois impressionnantes, qui font parfois peur, qui font parfois des opportunités, on se posait cette question de comment faire pour aller plus loin. Et c'est vrai qu'il y a la barrière de la langue, on n'a pas forcément des réseaux en commun, il y a la distance aussi, c'est quand même assez loin. Je pense que là, on a tous donc été en Chine et je pense qu'on a senti passer le voyage et le jet lag. Toutes ces barrières font que tous ces acteurs, on s'est dit qu'il fallait aller en Chine, à la rencontre des acteurs chinois de la Smart City, pour faire le tri entre le grain et l'ivraie, voir ce qui s'y faisait réellement, quelles étaient les opportunités, les conséquences pour nos modèles aussi, et avoir un peu une source d'inspiration sur comment utiliser la technologie pour le développement des villes, de nos sociétés. Alors très rapidement, cette mission a été organisée sous l'égide de la Smart Building Alliance. Donc la Smart Building Alliance, c'est Smart Building Alliance for Smart Cities. C'est un regroupement de tous ces acteurs dont je vous parlais, donc de constructeurs, d'associations, d'autorités publiques, de tous ceux qui font en fait la ville aujourd'hui. Et son objectif, c'est de travailler ensemble parce que toutes ces activités et tous ces métiers sont assez difficiles à synchroniser. Et donc, c'est de travailler ensemble à faire en sorte qu'on ait un développement de smart building et de smart cities qui répondent à nos enjeux d'aujourd'hui. Donc, des nouveaux besoins de services, la transition environnementale, la résilience de nos infrastructures et puis aussi l'adoption des nouvelles technologies, qui est notre sujet ce soir. Parmi la SBA, on retrouve un certain nombre d'acteurs. Et donc là, je vous ai juste mis les logos des entreprises qui ont participé à cette mission. Donc vous avez là des représentants, je reviendrai dessus très prochainement. Et nous avons rencontré, et on va y revenir, mais plutôt sous l'angle thématique au cours de la première table ronde, une vingtaine d'acteurs donc en Chine. On a fait une dizaine de jours de mission en Chine, en commençant par la rencontre d'acteurs à Shanghai, ensuite Hangzhou et ensuite Shenzhen. Donc 3 villes sur la côte est de Chine qui sont des villes imposantes et qui ont chacun des gros pôles technologiques et des grosses spécialités.
je pense que j'ai rien oublié, donc sans plus attendre, je vais vous rejoindre. Et puis, vous êtes déjà installés, mais quand même, je vous demande un peu d'applaudissements pour nos intervenants de ce soir. Alors, dans l'ordre, on a Bernard Soulez, qui est Senior Tech Expert, qui conseille des startups et a investi dans des startups aussi françaises de la tech et qui a un passé de dirigeant chez Bouygues. Ensuite, Stéphanie Merger, qui est Digital Project Manager chez Engie France B2B. Anne-Françoise Eman, qui est directrice technique et innovation chez Artelia. Jamil Yahya, qui est Head of Data and AI à Vinci Construction. Et Bruno Delay, qui est un collègue et qui s'occupe de l'intelligence artificielle à Léona. Alors, j'espère que j'ai bien introduit le sujet. On se tutoie, mais je vais vous voyez, puisqu'on est dans ce beau contexte. C'est la moindre des choses, mais du coup, n'en soyez pas surpris. L'objectif de cette mission, c'était d'explorer un peu ce qui se faisait en Chine. En termes de smart building et smart city, et pour commencer par ça, il y avait un second objectif qui nous a permis d'aborder un certain nombre de sujets. Une petite lorgnette, c'est les travaux qui sont menés par la Smart Building Alliance, et notamment de référentiels. Donc je vous ai dit qu'on essaye de faire en sorte que tout ce beau monde de 300 acteurs se synchronise pour créer la Smart City et le Smart Building de demain. On le fait en créant des référentiels et on en a parlé aux acteurs chinois. Globalement, Anne-Françoise, quels étaient les retours des acteurs chinois sur ces référentiels, sur la notion de Smart Building et Smart City? Et est-ce qu'il y a des choses à faire avec eux là-dessus? Merci Quentin pour l'introduction. En effet, lors de notre séjour en Chine, nous avons eu la chance de rencontrer à Shanghai l'Institut qui travaille à l'écriture des normes et des standards chinois sur le bâtiment. Donc, c'était la China Academy Building Research. Donc, on a pu tout d'abord parler de référentiels sur le bâtiment durable et comparer un petit peu les avancements. Donc, la Chine a créé son label de référence bâtiment durable il y a à peu près une dizaine d'années. C'est le label qui s'appelle 3 Stars et qui a été largement, ils le disent eux-mêmes, inspiré des modèles du LEED. On y retrouve les mêmes chapitres sur les consommations d'énergie, l'utilisation de l'eau, les ressources, les matériaux, etc. Et puis plus dernièrement, ils se sont aussi inspirés du label WELL, qui lui touche plus au bien-être des occupants. Aujourd'hui, ils disent avoir à peu près 10 000 bâtiments certifiés 3 Stars, donc c'est plutôt une belle performance. Donc ça, ce sont un peu ce qu'on a en commun. Ce qu'on a noté, ce qu'on n'a pas trouvé d'équivalent en Chine, c'est tous les labels bas carbone, notre équivalent BBCA ou E+C-. Ça, c'est un sujet qu'ils ne travaillent pas par le biais des labels. Je vous expliquerai comment ils le travaillent. Ils n'ont pas non plus de R2S. Donc le R2S, c'est le Ready to Services, ou le R2G, Ready to Grid, qui sont les deux référentiels travaillés par l'ASBA. Je ne pense pas qu'on n'a pas le temps, ce n'est pas le sujet aujourd'hui d'en parler, mais en tout cas, ce sont les référentiels, les cadres de référence qui permettent d'aller vers la conception de bâtiments smart. Ouvert et interopérable. Merci. Donc les Chinois travaillent sur un certain nombre d'aspects du bâtiment smart et interopérable et développent ses propres standards. Ça pose un certain nombre d'enjeux. Donc s'ils travaillent sur ces aspects, d'un point de vue standard, on peut s'intéresser aussi à ce qu'ils font d'un point de vue d'innovation technique. Et vous vous y intéressez dans le reste du monde avec Vinci Construction, Jamil, en particulier sur l'IA et la data. Est-ce que le bâtiment chinois, il est innovant et comment? Et qu'est-ce que vous avez pu apprendre en Chine sur ces aspects-là? Bonsoir à tous. Je pense que là, on est arrivé à un point où les questions de se dire est-ce que la Chine, ils sont innovants, est-ce qu'ils sont... Je pense que
on a quasiment le même degré d'avancement sur ces questions-là, sur l'innovation dans le bâtiment en tous les cas. Et on va dire qu'eux, ils ont un terrain de jeu qui est beaucoup plus grand. Et donc du coup, on voit des innovations qu'on ne voit plus en Europe. Donc ils sont plutôt dans le construire plus haut, plus long pour les ponts, enfin, pour les infrastructures en général, plus vite. Et donc du coup, sur l'aspect réellement technique, c'est équivalent, on va dire. Après, les innovations, si on parle des innovations sur lesquelles en Europe, en tous les cas en Occident, on commence à vraiment regarder, c'est des innovations pour réduire l'empreinte carbone pendant la construction, comment traiter les déchets, etc. Je pense que là, en Europe, on fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. En Chine, bon, c'est difficile de juger. On est resté quand même que 10 jours, donc on ne peut pas tirer de conclusion. Mais en tous les cas, comme l'a dit Anne-Françoise, il y a des certifications en cours. Donc ils commencent à très très vite aussi s'impliquer sur ces sujets-là. Donc je pense que voilà, d'ici quelques années, ils auront les mêmes objectifs que nous, puisqu'ils prennent aussi pas mal les certifications. Des fois, ils les améliorent, des fois, bon, c'est la même chose. Mais en tout cas, le but, c'est aussi d'innover dans cette partie-là, on va dire, surtout green building et aussi smart. Mais bon, ça a été déjà abordé par Françoise. Mais voilà, donc sur la construction, à proprement parler, oui, effectivement, l'innovation, je pense qu'elle est en cours de développement. Ok, mais avec une différence d'échelle. Bon, effectivement, la Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. Ça appelle à réfléchir. Et cette échelle et cet effet un peu impressionnant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a impressionné quand on est rien qu'après l'atterrissage de Shanghai, d'aller de l'aéroport à la ville et de voir défiler des buildings de logements sans cesse. C'est différent de chez nous. Mais on l'a aussi vu sur un autre domaine et qui a un impact pour la Smart City et le Smart Building, c'est le hardware et l'IoT, où notamment à Shenzhen, on a vu une rapidité, une industrie, un développement fou, puisque Shenzhen d'ailleurs c'est une ville donc, au sud-est de la Chine, qui est passée de stade d'un village de pêcheurs à plus de 10 millions d'habitants en 30 ans. Et donc on a vu un leader et une échelle incroyable de l'industrie du hardware en Chine. Bernard, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui. Bonsoir à tous, très heureux de partager avec vous cette semaine passionnante en Chine avec nos camarades de jeu. Alors en effet, on dit souvent que la Chine c'est l'usine du monde. Il est clair qu'aujourd'hui c'est vraiment une usine 4.0 comme on dit, une usine top niveau dans la haute technologie. Je voudrais relater, Quentin, trois de nos rendez-vous à ce niveau-là exemplaires. Le premier, c'est à Shenzhen, comme tu le disais. C'est un accélérateur qui s'appelle AX, HAX, complètement dédié au hardware. Avec 2000 dossiers par an qu'ils reçoivent, ils en retiennent une quarantaine et ils hébergent là donc 40 startups qui passent 6 à 9 mois à Shenzhen dans un travail vraiment d'incubation hardware avec tout l'écosystème autour qui les aide, un point extrêmement important. Et ils passent après 3 mois à San Francisco avec un bras armé financier qui s'appelle SOSV et 2/3 des 40 startups sortent avec une levée de fonds, donc au bout d'un an. Vraiment un exemple tout à fait exemplaire. Il y a ça aussi un peu en France, mais il n'y a pas ce niveau de spécialisation, je crois aussi de rigueur dans la sélection. Deuxième exemple, c'est donc là, c'était toujours à Shenzhen, on a rencontré Semtech, groupe américain, qui a repris la technologie LoRa, inventée en France. Savez-vous que LoRa, donc cette fameuse technologie bas débit, qui permet de connecter les villes ou aussi les bâtiments, aujourd'hui, 40% du chiffre d'affaires de LoRa est fait en Chine. 40%. Et Shenzhen, la ville de Shenzhen, est en train d'être câblée entièrement pour les applications Smart City avec l'aide du groupe Tencent. Et Semtech développe maintenant aussi des choses avec LoRa sur le Smart Building. On sent là, et alors tous les acteurs autour, Alibaba, Tencent, collaborent à tout ça. Donc l'écosystème est très confraternel.
en Chine. Troisième exemple, et vraiment je le garde pour la fin parce que c'est pour moi le plus frappant, c'est un vrai exemple de business model, je dirais poussé à l'extrême par les Chinois. Ça s'appelle Tuya, Tuya Smart, créé par 2 dirigeants d'Alibaba il y a 5 ans. Leur idée, c'est faire une plateforme pour tous les fabricants d'objets connectés. Ils en ont comme partenaires 3000 en Chine et aussi un peu en dehors de Chine. Ils les aident à négocier les meilleurs prix possibles de composants, ce que chacun ils ne pourrait pas faire. Ils mettent aussi à leur disposition des outils pour concevoir des objets connectés top niveau, des applications qui font que la ville, la maison, le bâtiment se connectent aussi à ces objets-là. Quand un objet est prêt, ils le mettent sur une marketplace digitale. À Shenzhen, il y a un magnifique showroom qui présente tous leurs objets. Ils ont actuellement 30 000 objets en vente. Toute la grande distribution du monde entier vient là, fait son marché. Donc ils ont des grands distributeurs qui maintenant sont clients. Leroy Merlin, Lidl, Carrefour, Orange, SFR, des grands Américains, etc. Ils en sont, au bout de 5 ans, 100 millions d'objets vendus et connectés. Et je garde pour la fin, ils ont levé 1,5 milliard de dollars. Donc clairement, le hardware, il y a un vrai sujet en Chine. Et je crois qu'il faut que les Français aillent voir ce qui se passe dans le hardware aujourd'hui en Chine. Merci. Le hardware, c'est une des briques de la Smart City. ANJ, oui, je saute un peu d'un sujet à l'autre, mais on a vu tellement de choses. Et chez ANJ, vous y travaillez sous plusieurs angles, mais notamment surtout l'énergie. On a vu des choses là-bas, on a vu pas que sur l'énergie, mais des smart cities qui avaient vraiment un modèle différent de ce qu'on peut connaître en Europe. Qu'est-ce que vous en avez retenu et c'est quoi le modèle de la smart city avec un regard européen, la smart city chinoise? Alors, bonjour à tous déjà. Ce que je dirais, c'est déjà, le premier chose, c'est que la Smart City, c'est aussi d'abord le Smart Building qui est interconnecté à la ville. On parle justement, c'est l'objet du référentiel Ready to Service qui est un bâtiment connecté avec une infrastructure R2S qui permet l'interopérabilité des systèmes avec cette réflexion qu'on a en France de Building Operating System qu'on n'a pas retrouvé là-bas. Alors encore une fois, je reste humble avec, on dirait qu'en 10 jours, on ne peut pas se dire qu'on connaît réellement le marché chinois mais qu'on n'a pas perçu dans nos échanges sur le sujet. Donc ça, c'est une approche qu'on a vue, qu'on n'a pas forcément vue en Chine. Et on a vu le R2S, c'est aussi la particularité, tout au moins, de l'ouverture avec la ville, du bâtiment justement, et de connecter le bâtiment à travers une infrastructure de mobilité et de smart grid avec l'ouverture à la ville. Ce qu'on se rend compte, c'est que tout au moins des projets qu'on a rencontrés, c'était qu'il y a, de par les compétences en hardware, il y a une approche très technocentrée pour la plupart des projets qu'on a rencontrés, mais il y a d'autres projets qui apportent cette ouverture finalement qu'aujourd'hui en France ou en Europe, on pourrait avoir avec une approche un peu plus globale de la Smart City. On ne va pas travailler que sur un pan et un vertical qui est la sécurité, la sûreté, qui est finalement un des gros sujets qui est travaillé tout au moins de certains projets qu'on a vus, et donc qui est encore une approche très silotée de la Smart City. Et on va essayer effectivement en France d'avoir une approche un peu plus ouverte avec la composante énergie, environnementale, sécurité, fluidité, dans une approche un peu plus globale. Alors après, je ne dis pas que c'est tous les projets, parce qu'on a d'autres projets d'ailleurs qu'on va présenter par la suite à travers l'autre table ronde qui a une approche un peu plus multisectorielle. Mais c'est vraiment cette approche-là qui, de ce qu'on a vu, était un peu silotée. Et dans la Smart City, oui, ça arrive. Et dans la Smart City, une des applications dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est les applications et les cas d'usage d'intelligence artificielle dans la Smart City chinoise. Un sujet aussi dont on entend beaucoup parler pour la Chine du fait des investissements massifs. Je prends pour exemple les 2 annonces dans la même journée de la région Île-de-France qui faisait un plan d'investissement de 100 millions quand Tianjin, je crois, avait fait annoncé un plan à 16 milliards d'investissement dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'était en 2018 3500 startups dans le monde. Donc,
il y a visiblement un sujet et on a pu en voir pas mal de choses. C'est quoi l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la Smart City chinoise? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait, monsieur Panisso. Chers collègues, donc du coup nous sommes allés effectivement en Chine dans l'objectif en fait de voir ce qui se faisait en termes de diversité de cas d'usage, puisque nous on anime ici un programme pour implémenter l'intelligence artificielle au sein de Vinci, et on s'est dit bon bah on va aller voir un petit peu à l'extérieur ce qui se fait et prendre des idées, même si évidemment c'est différent. Donc on est parti avec beaucoup d'envie et surtout des expectations, que je sais plus comment on dit, des attentes, voilà, excusez-moi, des attentes très élevées. Et du coup, on est arrivé en Chine, un peu comme des Pikachu, et on a été déçus en fait. Déçus parce que finalement, il n'y a pas eu cette diversité à laquelle on pouvait s'attendre. Et on a tourné un petit peu finalement autour des mêmes cas d'usage qu'on retrouve en France, en Europe ou aux États-Unis. En revanche, la façon dont ils la mettent en œuvre, cette intelligence artificielle, elle est absolument complètement différente, et notamment due au contexte gouvernemental qui est le leur. C'est-à-dire que partager des données privées, c'est autorisé. Prendre des photos dans la rue, c'est autorisé. Filmer des gens un peu partout, c'est autorisé. Et du coup, on peut imaginer tous les cas d'usage potentiels qui dérivent de la reconnaissance d'image et donc qui est clairement de l'intelligence artificielle. Donc, autant la diversité des cas d'usage est la même que chez nous en Europe, autant la façon dont ils sont capables de la mettre en œuvre avec cette puissance qui est derrière l'implémentation de leur cas d'usage en reconnaissance d'image, elle est phénoménale. Donc ils savent déjà faire des choses que nous, on saura faire dans 10 ans. Donc effectivement, sur tout ce qui est cas d'usage en traitement d'image, on a du retard. Je ne pense pas qu'on ait du retard en termes intellectuels, c'est-à-dire que nos scientifiques sont tout aussi compétents. C'est simplement que nous, avec le contexte qu'on a mis en place, notamment la RGPD, on se met des barrières qui n'existent pas en Chine. Et pour le coup, on a été quand même extrêmement surpris de l'avancée de la reconnaissance d'image en Chine, avec le tracking de personnes d'un point à un autre dans une ville. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui a trait aux véhicules autonomes. Comme on a le droit de filmer à l'intérieur des usines, on peut piloter finalement la productivité via des caméras, ce qui est absolument interdit chez nous. Mais dès qu'on leur posait des questions sur est-ce que vous utilisez de la donnée autre que des images, les 3 grandes majors qu'on a consultées, qui étaient Itutech, Alibaba et Tencent, à chaque fois nous ramenaient sur des cas d'application strictement par caméra. Donc ils font tout par la caméra. Nous, où on pose sur le terrain des capteurs, eux, ils font tout par caméra. Ça simplifie beaucoup les choses, c'est quand même beaucoup plus facile, mais ça nécessite un énorme traitement d'image qui est optimisé par le corpus réglementaire qui est complètement différent. C'est effectivement une grande différence entre le modèle de Smart City chinois et le modèle peut-être européen. Il y en a peut-être d'autres. Et puis on peut se poser la question, Anne-Françoise, au final, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, à quoi on peut s'attendre comme impact sur notre vision et puis nos développements de villes en Europe, de ce qui se fait en Chine, qui a nécessairement des répercussions économiques et qui montre une direction. Qu'est-ce que vous en pensez de ce développement Smart City chinois et de l'impact pour les villes européennes? Il est vrai qu'on a découvert, et tu l'as bien résumé, une vision de la Smart City à la chinoise qui n'est pas celle que l'on vit chez nous. Donc une vision de la Smart City là-bas qui est utilisée vraiment pour la sécurité des personnes et la recherche de criminels ou de voleurs divers et variés. Alors qu'en France, ou en Europe, on va plutôt avoir une approche Smart City pour apporter plus de services aux personnes, faciliter la fluidité, etc., comme tu le disais. Alors, est-ce que ce sont vraiment 2 visions opposées? Moi, j'aurais plutôt tendance à me dire que c'est deux visions qui vont finir par converger, parce que on le voit d'ailleurs arriver déjà ici, tout ce qui est reconnaissance faciale
finalement, on pense qu'on ne l'a pas, mais c'est déjà là. Il y a l'application mobile Alicem qui est en train d'essayer de sortir pour nous permettre de nous connecter au service public. C'est une application qui utilisera la reconnaissance faciale. Et puis quand on arrive à l'aéroport aujourd'hui, eh bien, on est devant des machines qui comparent nos visages avec la photo de notre passeport. Donc là aussi, c'est de la reconnaissance. Donc je pense qu'à terme, ce sont des technologies qu'on va accepter et incorporer. Et à l'inverse, en Chine, je pense que c'est aussi des êtres humains qui ont besoin de meilleurs services. Et je ne vois pas pourquoi ils ne se mettraient pas aussi à avoir des applications comme cela, comme on le voit avec WeChat, qui est leur application. C'est un Facebook extrêmement amélioré qui permet de faire énormément de choses comme payer avec un code, simplement avec son téléphone ou autrement de récupérer tous les contacts de personnes qu'on rencontre ou de faire des réservations. Enfin, il y a énormément d'applications sur WeChat et ça, c'est du service. Quelque part, c'est un peu de la Smart City tel qu'on aimerait bien l'avoir chez nous des fois. Voilà, donc moi, je vois plutôt une convergence et une compatibilité des deux systèmes. Oui, et le fait que derrière, les technologies qui développent particulièrement bien se retrouvent aussi dans les villes européennes. C'est intéressant de voir ce transfert-là. Pour compléter, Jamil, moi je me souviens de réactions assez fortes après avoir visité les showrooms de notamment d'Alibaba, Tencent, Yi2Tech. C'est quoi leur vision de l'IA pour la Smart City et qu'est-ce que vous en avez ressenti et extrait? Oui, en fait, c'est vrai que c'était un peu, pas un choc, mais presque. C'est qu'on rentrait dans les showrooms. Il faut imaginer un écran plus gros que ça. On voit une ville. Et en fait, on voit un point, il y a une anomalie, et en fait, on a une image directement sur le point, on peut suivre les gens, où est-ce qu'ils sont, etc. Donc la première fois qu'on voit ça, on se dit, waouh, ça fait un petit peu peur. Bon, au bout de la deuxième, troisième fois, on s'habitue, en fait, on dit, bon, ok, c'est pas si grave. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que leur vision, en fait, ce qu'ils appellent ça à chaque fois, c'est la City Brain, qui n'est pas vraiment un cerveau, mais plutôt un œil pour le moment. Et à l'inverse de ce que, enfin, vous la verrez après, c'est la French City Brain où on voit un petit peu l'autre partie où il y a un petit peu plus de bien-être plutôt que juste de la vision et du contrôle. Mais il faut se dire aussi que voilà, ils ont fait le plus dur, moi je pense. Voilà, parce que c'est honnêtement, ils sont à 200 millions de caméras maintenant. Voilà, ils sont à 200 millions de caméras, peut-être plus maintenant, j'en sais rien. Et il faut quand même, c'est un challenge technologique énorme d'installer toutes ces caméras, les relier, traiter l'image, gérer tout ça. Et donc, effectivement, on voit que l'aspect sécuritaire. On se dit, ah, en fait, c'est pour traquer les gens. C'est le cas. Mais aussi, il faut voir aussi les autres aspects qu'on pourra améliorer. Comme décongestionner les routes selon ce qu'on voit, selon le trafic. Donc on va pouvoir avoir les données pour fermer telle rue, agrandir celle-là, changer le trafic, etc. En cas d'accident ou d'événement exceptionnel, en fait donner des priorités, donc changer tous les automatismes de feu, etc. Enfin, il y a beaucoup d'applications qu'on pourrait imaginer rien qu'avec ça. Et le jour où ils voudront se mettre à, on va dire, une espèce de soft, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Fadwa nous dira comment on appelle l'autre partie qui n'est pas la vision. En tel cas où c'est plus des capteurs, où on va monitorer autre chose que des gens, que du trafic, etc. Je pense qu'ils le feront très vite parce qu'ils ont cette expérience-là. Et moi aussi, je pense que ça va converger vers le bien-être. En tous les cas, c'est ce qu'on espère tous. Parce qu'à terme, voilà, je ne pense pas que les gens ils puissent juste avoir que le côté contrôle. Il y aura aussi à un moment un côté bien-être. Donc finalement, ça va converger, comme nous, on converge aussi sur cet aspect sécuritaire-là. Donc voilà. Donc en fait, une avance certaine dans le fait d'avoir déjà déployé son infrastructure pour la Smart City au travers des cas d'usage de la computer vision et des caméras.
On parlait d'avance aussi tout à l'heure vis-à-vis de la collecte de données, et du fait que ces technologies étant en avance, elles se transfèrent progressivement dans nos villes aussi, ce qui pose la question de c'est quoi le positionnement que peut avoir la France dans ce cas de figure où on a une Chine qui est en avance, mais la France qui a aussi des atouts, qui développe des business en Chine. Peut-être c'est le cas, je sais d'ailleurs que c'est la volonté au moins de quelques-uns dans le public. Bernard, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous qui connaissez bien le hardware et l'IoT, quelles sont les perspectives et les terrains où on ne peut pas aller pour la France, la tech française en Chine? Oui, je crois d'abord il faut placer ça dans le contexte actuel, le contexte géopolitique. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a quelques liens qui se distendent, je dirais, vers l'ouest. Et donc il y aura des recherches de nouvelles alliances. Comme ça a été fort bien dit, il y a aujourd'hui une infrastructure en termes de réseau, en termes de hardware considérable en Chine, mais en termes d'usage, mais en termes de software, en termes de logiciels, en termes de savoir-faire. Je crois qu'il y a beaucoup dans le savoir-faire européen pour lesquels la France et l'Europe ont des chances énormes. Donc je crois qu'il y a plein de pistes un peu possibles. Et je dirais pas que c'est le moment pour la France et l'Europe de venir en Chine, parce qu'il y a quand même quelques alliances qui vont poser problème. On peut le penser. Alors j'ai listé quelques choses, quelques petites choses là. Ce qu'on appelle entre autres l'IoT. L'IoT, donc c'est l'Internet des objets. Il y a des capteurs innovants, on dit sans fil, sans pile, c'est une technologie allemande. Il y a toute la nanoélectronique, qui est une technologie dans laquelle la France est relativement en pointe. Il y a aussi ce qu'on appelle les composants neuromorphiques, sur lesquels là aussi la Chine a investi, mais elle a besoin, je pense, aussi de l'Europe. Et parmi nos membres de la mission, il y avait une société française qui s'appelle l'INRED, filiale de Safran et Thales, qui fait des micro-caméras infrarouges tout à fait, qui correspondent exactement à des besoins essentiels des Chinois. Donc je crois qu'on a vraiment beaucoup de chance, de choses à faire. Je voudrais encore citer dans le Smart Building, on parle de BIM. La Chine fait quasiment rien en BIM. Et même en France, actuellement, on est à ce qu'on appelle le BOSS. C'est le Building Operating Systems, qui est la deuxième étape du BIM. Je suis persuadé que là, il y a une chance formidable pour les quelques grands acteurs français du BOS, pour aller en Chine. Et il y en a comme ça, je pense, d'autres. Alors, dans la Smart City, il y a bien sûr un cas exemplaire, c'est la Smart Grid à la française. Parce que quand même, EDF, Enedis et d'autres ont créé quand même un écosystème tout à fait remarquable. Et là aussi, mais là, ce sera, je pense, des accords à très haut niveau. Il y a sûrement une carte à jouer pour la France au niveau de la Smart City. Voilà quelques idées que je... EDF, Enedis, mais aussi Engie. Merci, c'est gentil. On travaillait sur les smart grids et en particulier, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, c'est vrai, de l'énergie et la mobilité, le lien qu'ils peuvent avoir d'ailleurs. Et on a rencontré un certain nombre de ces acteurs en Chine et de positionnements très intéressants. Stéphanie, c'est votre domaine d'expertise. Je vous laisse la parole pour nous restituer ça. C'est gentil. Juste en préambule, mais ça ressemble un peu à ce qu'on s'est dit. C'était, en France, on voit qu'il y a certains cas d'usage qui sont très développés, comme le smart grid ou l'électromobilité. Mais je pense aussi qu'il y a une prise de conscience sur le sujet. Aujourd'hui, l'aspect environnemental est une composante de chaque offre et je pense que tous les acteurs autour de la table qui sont là sont aujourd'hui certains qu'il faut engager cette transition et ça devient un vecteur et une stratégie pour les entreprises. Enfin, nous, Engie, c'est le zéro carbone as a service. On a tous cette volonté d'aller vers cette réduction d'impact carbone, mais aussi d'empreinte environnementale plus globalement.
Sur le sujet électromobilité, il y a aussi ce qui fait la différence. On a vu qu'il y avait des approches très technocentrées. On a vu des choses remarquables. On a vu Valeo qui nous a montré son pilote du véhicule to grid, qui permet justement de faire la balance et de dire qu'un bâtiment demain produira plus qu'il consommera et que le véhicule sera le moyen de finalement transporter et stocker l'énergie, ce qui aujourd'hui est un gros sujet, je crois, sur lequel les industriels travaillent, mais qu'aujourd'hui on n'a pas la solution optimale du stockage de l'énergie. Et c'est vraiment le sujet qui, je pense, nous a assez intéressé de voir qu'un acteur Valeo français travaillait beaucoup sur le sujet. Un sujet qui était intéressant, mais on s'est rendu compte aussi que, je me pose la question du modèle économique. On l'a vu qu'il y avait des approches qui étaient très technocentrées, et nous, on avait en Europe peut-être une approche peut-être plus user-centrique sur certains points. On le voit que les avancées technologiques R&D dans les déploiements sont beaucoup aidés par l'État, par le gouvernement, et donc du coup aidés beaucoup sur les subventions publiques pour accélérer le déploiement de ce type de technologie et ce type de solution. Ce que pose le problème en France, qui aujourd'hui, on n'a pas ce modèle pour accélérer les déploiements de ces sujets, se pose beaucoup la question du modèle économique. Donc on voit que même si des sujets, et je suis d'accord avec Bernard, je pense que les acteurs européens de la filière industrielle, qu'elle soit sur le smart grid ou l'électromobilité, ont une carte à jouer sur le sujet, puisqu'on a la connaissance, on a les compétences, on se cherche quelquefois encore sur les modèles économiques, ce qui pose moins de problème là-bas sur les déploiements. C'est vrai que c'était marquant, pour vous dire, dans les villes qu'on a visitées, on a en fait constaté que par exemple tous les scooters, motos et mobylettes étaient 100% électriques, et on nous a dit que ça s'est fait très rapidement parce qu'il y a d'énormes enjeux de pollution qui se sont posés dans les villes chinoises, et dans le même temps la Chine continue d'ouvrir des centrales à charbon, donc vraiment des enjeux une situation complètement différente de celle qu'on peut connaître chez nous. Ouais. Pour rebondir aussi sur la prise de conscience, c'est ce qu'on se disait pendant la Learning Expedition, je crois qu'on a tous fait conscience, c'est que nous, il y a eu cette prise de conscience environnementale en France, qu'aujourd'hui, ils ont une telle croissance exponentielle et très rapide. Ils ont connu la révolution. Ce qu'on a fait en 100 ans, ils l'ont fait en 30 ans. Je ne sais pas, on posera la question à la table ronde suivante, mais cette prise de conscience, ils sont au même niveau de maturité. Donc forcément, on a des usages qui sont plus déployés, comme l'autopartage chez nous, qui est quand même beaucoup plus déployé, je pense, que là-bas. C'est intéressant parce qu'effectivement, on y était allé avec l'objectif aussi de déconstruire peut-être certains clichés ou d'explorer certains sujets, de savoir et d'avoir ce ressenti qu'on est au même niveau de maturité environnementale, même si les sujets techniques derrière sont différents. Avant de passer à la table ronde suivante, il y a un sujet dont on n'a pas parlé et qui fait souvent le buzz quand on parle de Smart City, quand on parle d'intelligence artificielle. On l'a évoqué de loin jusqu'ici, c'est le score citoyen qui est permis par donc une application de score citoyen pour les citoyens chinois, basée notamment sur les technologies de computer vision dans la Smart City. Bruno, est-ce que vous avez vu des cas d'usage de ce score citoyen? Ça en est où? Qu'est-ce que ça augure? Dites-nous tout. Oui, j'ai vu de mes yeux sur un smartphone un score citoyen. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste à évaluer la capacité d'une personne à se comporter selon des standards édictés par le pays. Si on se comporte bien, on a une récompense, et si on ne se comporte pas bien, on est pénalisé. Un peu comme le reinforcement learning finalement, quoi. Et effectivement, de le voir une première fois, parce qu'on le lit dans les journaux, de le voir, ça fait un peu bizarre, surtout que en fait, en posant cette question-là à toutes les personnes qu'on rencontrait, est-ce que ça vous gêne, est-ce que ça vous gêne pas, en fait, c'est pas tellement le fait d'être noté qui titillait un peu les personnes, c'était plus la façon dont on l'est et quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer pour regagner des points si un jour on a perdu des points. En fait, c'est le fait de ne pas savoir ce qu'il faut faire pour regagner des points qui gêne plus les personnes finalement qu'on a rencontrées. Après, à savoir si c'est bien ou pas bien, je laisserai la discussion à des experts du sujet. C'est pas tellement moi ce que je préfère. Mais ce que ça augure, c'est tout simplement qu'effectivement, il s'oriente vers une société qui, lorsqu'on couple ce score citoyen et la reconnaissance faciale,
fait que finalement, tout le monde se comportera forcément de la même manière. Il est censé théoriquement ne plus y avoir de problème du tout. Par contre, ça engendre effectivement des questions philosophiques du style qui va décider comment est-ce qu'on doit vivre et pourquoi est-ce qu'acheter des couches on gagne 30 points et aller visiter sa mère tous les week-ends on gagne 20 points. Ça on ne sait pas du tout, mais c'est réel. Donc ils le font, quand ils perdent des points ils vont acheter des couches, comme ça ils regagnent des points. Mais voilà, donc de temps en temps ça peut paraître un petit peu étonnant. Voilà. Ceci étant, on a aussi les mêmes problèmes de prise de décision sur les paramètres et ce qui régit les algorithmes et l'utilisation de la donnée en Europe, où il y a encore des progrès à faire sur les politiques et la manière dont les politiques se saisissent du sujet. Donc encore une convergence et encore un sujet où on a peut-être le même niveau de maturité ou le même progrès à faire encore. Disons que le mot sécurité était un mot qui revenait systématiquement, finalement, pour justifier l'usage de ce score citoyen et de l'implémentation du traitement d'image. C'était vraiment systématiquement l'angle sécuritaire. Alors, soit c'est parce que le gouvernement investit massivement dedans et du coup toutes les entreprises suivent la source de financement, soit c'est parce qu'il y a un vrai problème de sécurité. Mais là-dessus, nous, on n'a pas été capable de juger et puis on peut pas porter de jugement. Mais effectivement, la sécurité était visiblement le problème majeur que devaient résoudre finalement toutes les sociétés technologiques qu'on a rencontrées. Donc c'est des cas d'usage quand même relativement différents de la Smart City qu'on connaît, qu'on a nous en France et en Europe. Si j'essaye de résumer, des technologies qui s'industrialisent en Chine, là où nous, on est parfois au balbutiement ou à l'expérimentation pour la computer vision et l'intelligence artificielle. Et d'un autre côté, aussi des espoirs pour le hardware, pour la smart grid et des fleurons dont on peut être assez fier. En définitive, la même préoccupation pour les sujets environnementaux, mais qui s'incarnent un peu de manière différente. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces retours. Merci Quentin. Et il faut que un dernier mot. Peut-être un dernier mot quand même sur le bas carbone, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup en France. Et tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais en parler plus tard, mais j'ai pas eu l'occasion. Donc je vais prendre l'occasion très rapidement. Donc effectivement, la Chine n'a pas de label BBCA ou +C-, mais par contre a des travaux de recherche importants puisqu'ils ont créé une ville bas carbone qu'on a pu visiter dans le sud de la Chine. Donc ce sont des travaux menés par des Chinois mais qui sont cofinancés aussi par les Américains. On a souvent vu d'ailleurs des financements américains pas très éloignés. Et ce qu'on a pu visiter, c'est un laboratoire sur la distribution en courant continu. C'est un sujet donc, sur lequel travaille la SBA. On est un certain nombre dans la salle d'ailleurs à travailler sur ce sujet. Et c'était très intéressant de voir les avancées et tout l'investissement qui a été fait en Chine autour de ce sujet-là. Qui a abouti maintenant à des conclusions technologiques sur quelle tension utiliser pour faire de la distribution en courant continu dans un bâtiment, et puis des constructions en cas réel donc d'un bâtiment là, qui va être entièrement fait en courant continu sauf la batterie d'ascenseur. Et puis une boucle aussi haute tension qui, en courant continu qui va alimenter plusieurs bâtiments dans cette ville. Donc qui rejoint bien l'aspect smart grid qu'on peut aussi imaginer en courant continu. Voilà, merci Quentin. Mais merci pour ces précisions, effectivement. C'est des technologies et des sujets sur lesquels on a constaté qu'ils étaient plus en avance et qu'on partageait la même vision. Donc c'est effectivement intéressant de le partager. Maintenant, on va du coup avoir le point de vue de 3 personnes qui ont plus vécu pour nous que nous ces sujets-là. Un regard sur un projet qui est en train de se réaliser en Chine. Un regard sur l'Asie plus générale, sur est-ce qu'au final le cas des villes chinoises c'est la même chose au Japon, en Corée du Sud ou à Singapour, et puis un regard de Cyril Champagne qui vit depuis maintenant plus d'une dizaine d'années à Shanghai et qui travaille sur qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement des développements de ces villes chinoises. Et comment est-ce qu'on peut progresser et peut-être aller chercher cette convergence
sur l'environnement ou d'autres sujets. Donc, je vais vous demander de nous laisser. Bruno, si tu peux les aider sur les... Ouais. Merci, oui. Il y a des chaises là. Ouais. Et d'accueillir parmi nous donc Fadwa Sub, qui est la fondatrice de la French City Brain, French Dreamtown, mais aussi, vous avez beaucoup de titres et d'activités, dont une de vice-présidente du pôle de compétitivité systématique en France. Et donc, vous êtes en train de réaliser un projet de quartier intelligent basé sur la technologie française à Hangzhou, en Chine. Raphaël Languillon, qui est chargé d'études senior de la Fabrique de la Cité, hébergé ici et qui a beaucoup étudié les modèles donc des villes japonaises, de Corée du Sud et de Singapour, et qui va pouvoir nous dévoiler si au final c'est la même chose partout en Asie, et où quelles sont les différences. Et donc Cyril Champagne, qui a travaillé qui travaille en Chine et notamment à Shanghai, qui va pouvoir nous apporter le regard de quelqu'un qui y vit et qui vit en fait ces changements, l'arrivée de la tech, la Smart City depuis un certain nombre d'années. Et donc commençons par vous. Du coup, pour vous, c'est quoi le modèle de la Smart City? Qu'est-ce qui se passe à Shanghai? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? D'abord, comment ça s'appelle, pour la Chine, la Smart City a été vue comme une stratégie importante pour accélérer l'industrialisation, l'informatisation et la modernisation de l'agriculture. Aussi un catalyseur pour l'utilisation de sciences modernes et de nouvelles technologies telles que l'IoT, l'AI, le cloud et autres. Donc il y a eu vraiment une volonté politique d'investir dans la Smart City à tel point qu'on compte environ 500 projets en Chine liés à la Smart City, alors avec des succès et des échecs évidemment. À l'heure actuelle, les gouvernements locaux jouent un rôle très important dans le financement et l'achat de services produits liés à la Smart City, en finançant par exemple des projets ou des démonstrations. Et on s'aperçoit que les grands acteurs chinois de l'Internet, qu'on connaît sous les BATX, alors vous connaissez les GAFA, c'est l'équivalent, donc BATX, 4 entreprises, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, qui ont presque tous développé des projets et une offre sur la Smart City. On a bien sûr les opérateurs de communication classiques, China Unicom, bien sûr Huawei qui sont positionnés, ou bien des startups locales. Sur Shanghai, on a E2Tech, Deep Blue Technologies, sans autant que les membres de l'SBA ont visité. Les enjeux en termes de business sont évidemment colossaux. Il y a le marché chinois, mais il y a peut-être aussi les futurs marchés de la route de la soie, sur lesquels ils essaieront de promouvoir leurs solutions. Voilà. Alors au niveau de la ville ou de villes comme Shanghai, ce qu'on voit aussi, c'est que les districts, l'équivalent des arrondissements à Paris, ont une très grande importance aussi, qui vont pousser en avant certains projets. Par exemple, sur la ville de Shanghai, dans le district de Hongkou, c'est au nord du Bund, pour ceux qui sont allés à Shanghai, ils ont déjà mis en place la 5G depuis juin de cette année et cherchent à développer des applications dans différents secteurs. Donc, par exemple, dans les hôpitaux, d'essayer de faire le lien entre les ambulances, la communication avec les docteurs dans les ambulances et les hôpitaux. Donc, il y a des cas d'application nouveaux qu'on essaie de mettre en place. Si on parle de Huawei, ils ont une application sur le campus d'entreprise. Alors là, c'est également dans leur district, le district de Longgang, où ils sont installés. Donc les districts ont aussi vocation à supporter des projets. Alors pour Shanghai en particulier, je dirais, ils ont une ambition sur les mobilités connectées. Ils essaient de faire la compétition un peu avec Pékin là-dessus. Ce qu'il faut imaginer, c'est que la Chine planifie. Donc à l'horizon 2030, la Chine a un objectif clair de faire circuler environ 10% de véhicules de manière autonome. Et donc pour ça, dès cette année 2019, certains constructeurs locaux comme NIO ont commencé à faire des expérimentations sur des parties de quartier connectées pour pouvoir tester leur technologie. Pour les responsables chinois, donc la 5G le test sur une infrastructure 5G est très important pour garantir une meilleure sécurité au niveau du système de guidage des véhicules.
Donc on peut poser la question, quelle est la place des sociétés étrangères dans ce système-là. Donc, mais par exemple, sur cette thématique-là de la mobilité connectée, on voit BMW qui essaie de se positionner de manière très forte et qui a signé des partenariats avec 3 entreprises chinoises, China Unicom, Tencent, Navinfo. Donc ça permet de comprendre aussi la problématique de la 5G en Allemagne par rapport aux ambitions de ces entreprises en Chine. Mais bien sûr, la partie française est très présente. On a Valeo, que la délégation a eu l'occasion de rencontrer, qui a un partenariat de recherche sur la conduite autonome avec l'université de Shanghai Jiaotong, qui est connectée avec les mines de Paris en France et Berkeley aux États-Unis. Il faut savoir qu'en Chine, les universités ont un rôle très important au niveau du développement des technologies et au niveau du développement des standards. Donc ça, c'est un élément important à considérer dans une stratégie chinoise. Il y a aussi des entreprises ou des acteurs un peu différents qui ont des stratégies originales. Vous connaissez Uber, l'équivalent en Chine s'appelle Didi, pour le taxi partagé. Et donc eux travaillent par exemple sur des solutions de gestion du trafic à Pékin et dans un certain nombre de villes chinoises, où ils ne font pas uniquement le taxi, mais ils vont aussi avoir des solutions pour la gestion des feux, pour optimiser le trafic. Donc ils voient de manière plus large que leur business originel. Donc pour essayer un dernier point, donc pour la difficulté pour les acteurs français serait bien sûr l'accès au marché chinois, puisque les acteurs locaux sont très imbriqués aussi avec les gouvernements locaux, mais aussi une concurrence d'acteurs étrangers très vivace. Donc IBM et Cisco sont bien établis en Chine. Chez les Allemands, on a Siemens, mais on a aussi des structures comme Engie et Dassault qui sont très très présentes sur ces marchés-là. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup, mais c'est bien parce que ça rebondit sur un certain nombre des cas d'usage et puis des éléments qu'on a évoqués. Pour rebondir là-dessus, on a entendu parler de plein de cas d'usage, de la vision chinoise de la Smart City. Nous, ça nous a particulièrement frappé, la différence qu'on a pu voir dans certains cas d'usage qu'on a abordés. Et notamment, on a à Shenzhen, à Hangzhou, vu la vision d'Alibaba et ensuite enchaîné avec le projet French City Brain que vous réalisez. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse du projet? Pourquoi? Tout à fait. Ouais. Donc, je vais vous raconter ça assez rapidement. Et pour rebondir sur ce que tu disais, ce qui s'était dit avant, en fait, je pense que la plupart des gens qui sont partis en Chine quelques fois ou plusieurs fois, on ne peut pas raisonner sur la Chine comme un bloc en disant ils sont avancés sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est la Smart? Eux-mêmes, quand ils présentent la Smart City, ils ont l'humilité de dire nous vous présentons une des interprétations et des angles. Pourquoi? Parce qu'en Chine, ce qui est intéressant, et je rejoins ce que disait Bernard, c'est une super opportunité pour la France et l'Europe. Il faut qu'on la joue très fort, parce qu'il y a plusieurs angles et points d'entrée. Parce que d'un côté, il y a des stratégies nationales très très fortes qui changent des chaînes de valeur à vue de nez. Et ça nous donne des opportunités infinies, parce que on arrive, c'est en train de changer, c'est pas comme si c'était figé, il y a le Gartner, on se dit est-ce que je suis compétitif, etc. Comme c'est dynamique et qu'il y a un appétit très fort pour l'innovation, déjà, il suffit de se poser, de bien comprendre pour trouver un angle. Et eux-mêmes, pour la Smart City, ils lui donnent d'autres noms comme le City Brain, parce qu'il y a différentes couches. D'un côté, comme Alibaba, ça devient nous sommes à 1 kilomètre du siège d'Alibaba, dans la ville de Hangzhou, et dans la région à 1 heure de Shanghai, mais c'est une ville de 12 millions d'habitants, qui est la capitale de la province du Zhejiang, 55 millions d'habitants, comme une petite France ou une petite Californie. C'est déjà puissant, même en termes de PIB, et c'est considéré comme une cadre des grandes Silicon Valley, avec Shenzhen et les 2 endroits à Pékin. Donc ces plateformes-là, c'est forcément autour de la data, parce que c'est autour d'Alibaba. Évidemment, il y a cet angle qui est la face recognition et les caméras, parce que ça a été déployé vite, et parce que contrairement à ce qu'on pense, sans jugement de valeur, c'est plus complexe. D'un côté, les Chinois ne détestent pas ça, parce que
ils sont pas aussi, ils sont pas George Orwell, ils ont leur façon de penser, ils sont libres dans leur tête, mais ils acceptent de jouer le jeu parce que c'est en contrepartie, c'est une façon de gagner des points dans sa façon d'avancer pour avoir. C'est une autre façon de voir, je veux dire, c'est sans jugement de morale, mais c'est pas manichéen. On accepte d'être surveillé. Il y a quand même un peu de recul par rapport à ça, et comme vous disiez tout à l'heure, nous aussi on y vient d'une autre façon. Donc il y a cette façon de voir le brain, mais d'un côté, dans les universités qui travaillent sur la nouvelle stratégie d'urbanisation dictée par Xi Jinping il y a un an, qui doit à la fois baisser l'impact carbone, c'est clairement dit, mais en gardant la croissance, qui est une approche différente de la nôtre. Ce n'est pas de la décroissance, c'est qu'on veut être dans l'accord de Paris, mais on veut maintenir avec la productivité de la création de valeur. Donc, mais ça, ce n'est pas fait avec des annonces politiques. Toute la réglementation est faite pour que ça aille dans ce sens. Donc dans ce cas-là, tous les instituts de design qui construisent les villes ont un discours qui est people-centered, usage, air quality. Donc les deux cohabitent. Et si on rajoute à ça que toutes les provinces sont en compétition les unes avec les autres, les villes sont en compétition, les districts, nous on a une carte fantastique à jouer parce qu'en Chine, on ne peut pas jouer sans un allié chinois. Donc dès qu'on trouve son allié chinois, c'est à cet allié chinois qu'on apporte de la compétitivité avec des atouts français, et ensemble on partage de la valeur sur un angle qu'on choisit. Donc c'est pas, on ne peut pas faire l'analyse du marché chinois en disant est-ce que j'ai de l'avance, est-ce que j'ai 3 brevets, est-ce que je suis en haut dans le Gartner. C'est plutôt est-ce que j'ai un appui politique, est-ce que j'ai un allié chinois, est-ce que j'ai du soutien gouvernemental français, et est-ce que je suis écosystémique, parce qu'on ne peut pas y aller avec une comme vous disiez, technocentrée, c'est mort, parce qu'il faut s'intégrer dans une value chain. Donc tout ça, nous, on l'a appris, on est là-bas depuis 4 ans, et on l'a appris en testant. C'est des itérations. Au début, on voulait juste lever des fonds ou faire des opérations de M&A pour des boîtes tech ou développer des boîtes tech. Puis on s'est rendu compte que si on ne s'installe pas de façon domestique sur ce marché, on n'y crée pas de la valeur, parce que si on fait du deal by deal, c'est au hasard. Il faut s'installer parce qu'il faut s'intégrer dans la chaîne de valeur, comprendre ce qui se passe, etc. Donc on a commencé par installer un accélérateur, et la majorité des sociétés qu'on a emmenées, on a créé 5 sociétés franco-chinoises, venaient du milieu de la Smart City, mais à la française, transition énergétique, qualité de l'air et mobilité. Et donc c'était un clin d'œil qu'on a fait à Alibaba. On s'est demandé ce que c'était le City Brain, on les a connus, on a discuté avec leur équipe Cloud IoT, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut apporter qui ne soit pas sensitif au sens souverain et qui complète ce qu'ils font. Et donc nous, on a installé un réseau IoT avec des capteurs d'une des sociétés françaises où il y a un OS avec un peu de deep learning, donc neuronal, et on leur a montré l'autre façon brainy neuronale qui est plus on installe de capteurs, plus ils sont auto-imprenants, plus ils sont intégrés, qu'ils envoient dans le même cloud, plus ils intègrent des données venant des panneaux solaires, du stockeur d'hydrogène, de la borne de voiture, des capteurs de qualité de l'air, plus on construit un cerveau transition énergétique. Donc c'était vraiment un clin d'œil. Et pourquoi on a eu la chance de pouvoir installer des capteurs, ce qui normalement devrait passer par un tender, c'est parce qu'on a joué la localisation. C'était comme un use case qui nous ouvre. On n'en a installé que 40, mais ça fait déjà un réseau. Et ça permet un déploiement. Et puis, on a développé dans leur cloud, parce que ce sont leurs données, alors qu'avec la même plateforme, en France, on serait sur Azure ou sur un cloud français. Là, on est sur le cloud d'Alibaba, ce qui nous a appris à développer sur leur cloud. Mais ce sont des arbitrages permanents. Il n'y a pas à dire il faut faire ci ou faire ça. C'est pourquoi, c'est parce que c'est quelles données. Puis nous, on s'est alliés à une société d'intelligence artificielle chinoise, leader dans la région, où il y a 400 data scientists, pour leur dire venez appliquer votre IA sur les données qu'on collecte. Et ensemble, on va pouvoir trouver des recommandations, même qu'on ne pensait pas avoir à l'avance, en disant c'est avec ce panneau de la ville qu'on va faire une autonomie d'un bâtiment ou faire tourner 10 voitures. Donc on l'a fait de façon totalement humble, mais un vrai déploiement, mais qu'on a construit à la française de façon scalable et interopérable pour pouvoir et le faire grandir et le déployer ailleurs. Donc aujourd'hui, on ne discute pas qu'avec Alibaba, on discute avec CTC,
qui commencent à acheter des bouts de notre brain. CTC, c'est le Thales chinois, ils sont immenses. Ils ont été aussi nommés par le gouvernement pour développer des interprétations Smart City à Shenzhen, à Taizhou et dans un village à côté de nous. Pourquoi? Parce que le gouvernement, c'est ça qui est intelligent en Chine. Il lance une compétition entre tous les acteurs. Et il y a de la déperdition, il y a des sujets foireux, où il y a des subventions, où c'est juste de la vitrine, etc. Mais quand ça marche, ça scale et ça crée de gros acteurs. Et donc c'est là-dedans qu'il faut trouver des points d'entrée. Donc CTC nous dit clairement, il nous montre un centre de commande incroyable, la NASA, ils suivent tout. Alors les personnes âgées avec des bracelets, les remontées des données corporate, enfin tout ça c'est je surveille tout. Mais ils nous disent, ils n'ont pas la sophistication d'avoir justement des capteurs intelligents avec un OS qui suit des données hétérogènes, parce que intégrer une donnée qui vient d'une machine virtuelle qui va modéliser le stockage d'hydrogène, plus de la donnée non structurée, plus de la donnée réelle, eh ben nous, on est très fort en France pour ça. Donc on a une carte de malade à jouer parce qu'on est matheux, parce qu'on est sophistiqué, parce qu'on est écosystémique, parce qu'on a plein de petites briques. Et c'est ça qu'il faut qu'on vende. C'est-à-dire, c'est de la sophistication, c'est de l'empowerment. Mais on ne peut pas y aller en se disant Conquer the world, je suis Engie, je vais acheter pour 1 milliard une boîte. Je fais le clin d'œil à Stéphanie. Enfin, il faut bien comment. Mais je veux dire, vous êtes d'accord, il faut que ce soit un grand Français avec plein de petits, plus un grand Chinois, trouver les meilleures alliances. Et honnêtement, en Chine, une fois qu'on a le hockey des deux, il faut des appuis institutionnels et gouvernementaux. Nous, si on ne les avait pas, si on n'avait pas systématique, l'appui de temps en temps des politiques qui passent, etc., plus des politiques locaux, ça fait comme si on venait du market, donc on n'est pas considéré. Mais ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, ce n'est absolument pas suffisant. Un deal se fait facilement en Chine quand on a compris les 4 partenaires qui sont là, qui va gagner quoi. Et même, on peut survaloriser notre apport du moment qu'on montre aux partenaires chinois qui gagnent une part de marché, pas par rapport à nous, mais par rapport à son compétiteur chinois. Donc moi, je vais vous dire juste rapidement où on en est. En fait, on a cette plateforme Smart City, mais depuis que vous êtes venus, on a avancé. En fait, on a signé le 20 septembre un contrat d'exploitation du terrain qu'on vous a montré. Donc, je peux vous le décrire rapidement, mais je suis hyper preneuse d'échanger avec vous tous parce qu'on a besoin de beaucoup de contributeurs. On a 2 hectares, 57 000 mètres carrés. On a travaillé pendant 1 an avec l'agence XTU d'architectes qui sont dans l'architecture green, avec Phytorestore que des gens doivent connaître, qui travaillent sur la phytorémédiation, le recyclage des eaux, la ville éponge, avec Xtree dont Vinci est actionnaire qui travaille sur l'impression 3D, avec Serge Sala, l'urbaniste que vous devez connaître, qui travaille avec la Banque mondiale sur justement les calculs, les triggers, comment on peut faire baisser l'impact carbone tout en créant de la valeur. Et donc, on a créé un modèle de village où il y a un Deep Tech Hub, comme vous en connaissez, comme celui-là, sauf qu'on construit à côté un hôtel IA. Donc, c'est un autre clin d'œil à Alibaba. Ce n'est pas un hôtel face recognition et robotisation. C'est plutôt IA en sauce français. On le fait avec une start-up française qui l'a fait pour le Peninsula Lab, ou c'est plutôt l'IA pour la satisfaction du client, c'est-à-dire les capteurs qui vont dire j'ai l'habitude de check-out à telle heure, j'envoie le taxi, je fais le suivi, j'ai des artistes qui font un design différent donc vraiment IA lifestyle, parce que IA maintenant on met IA à toutes les sauces. Il y a une école de cuisine, il y a un centre de retail expérientiel, donc gros clin d'œil à Alibaba, pour 2 types de retail, les marques émergentes non connues encore en Chine, qu'on peut nous développer en mode quick starter. C'est pas pour faire de l'import-export, c'est pour dire, voilà, ça c'est une bouteille faite par un designer avec un capteur ou un QR code. On peut la faire en édition limitée, un peu à la Colette, et pour ouvrir les marchés pour des marques émergentes et travailler avec des marques existantes qui veulent développer la digitalisation chinoise ou des nouveaux produits. Donc il y a la partie retail, la partie loisirs, l'hôtel. Et donc, le challenge qu'on se met, et on a besoin de l'aide de tout le monde, c'est de montrer que le business model d'un petit écosystème comme ça est viable. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'un accélérateur,
Mais comme les gens viennent, dorment, prennent des cafés, boivent du champagne, achètent des trucs, font des choses ensemble, eh bien, ils paient. Et donc, il y a une création de valeur immobilière qui donnerait raison au district chinois à qui le terrain appartient et les murs appartiennent. Donc, aujourd'hui, il y a 20 sociétés qui ont rejoint, avec des écosystèmes comme Systématique et le SEMIA à Strasbourg, mais on est archi-preneur que vous nous rejoigniez, soit pour du Joint Lab, du CoDev, ou pour présenter des marques, etc. Et voilà, donc je pourrais passer beaucoup de temps, mais j'ai été déjà trop bavarde. Non, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le village aujourd'hui, la construction commence en décembre, ça prendra 1 an. Et nous, on voudrait que pendant l'année de construction, comme on a déjà le showroom que vous avez vu et l'accélérateur, qu'on crée des teams de travail pour l'application, des sujets d'application dans le village. Voilà. Merci beaucoup, c'est impressionnant. Non, c'est très difficile. Franchement, Cyril le sait, la Chine, c'est comme sa app. Parce qu'au début, on y va à la fleur au fusil et on croit que c'est facile. Et souvent, il y a des deals qui se font assez vite. C'est à la fois plus facile qu'on le croit quand on a trouvé les bons partenaires, mais ça reste quand même dynamique parce qu'eux ne s'arrêtent jamais. Mais moi, je trouve que c'est très challenging pour nous parce que ça nous pousse à montrer aussi ce qu'on a de mieux et parce qu'ils n'ont pas peur de se tromper. Donc nous, on se dit, ils ont fait ça, c'est pas aussi... Mais après, ils refont. Donc, c'est aussi un apprentissage d'un point de vue entrepreneurial. Oui, on se doute que construire un village en 1 an, c'est pas... Enfin, un village intelligent et innovant, ouais. C'est un sacré challenge en tout cas. Bravo et merci pour ce nouveau regard déjà d'actrice sur le terrain en Chine, mais aussi peut-être à la fois de contre-pied aux travaux d'Alibaba et à la fois de contre-pied aux clichés et à la vision un peu stéréotypée qu'on peut avoir quand on voit plus vite l'œil que le cerveau dans l'intelligence artificielle utilisée dans la ville. Donc, ouais. Mais maintenant, intéressons-nous à un autre regard encore qu'on peut avoir sur la Smart City. Raphaël, vous avez travaillé sur les Smart Cities du Japon, de Corée du Sud, à Singapour. Est-ce qu'on est dans les mêmes situations avec autant d'industrialisation et de focus sur certaines technologies ou est-ce que c'est différent? Quels peuvent être les points communs? Alors, c'est une très bonne question, très légitime, je pense, effectivement. Alors, un capteur, c'est un capteur, on est d'accord. Mais ce n'est pas que ça. Un capteur, c'est le produit de systèmes d'innovation qui sont ancrés dans des territoires et donc qui dépendent de gouvernance de l'innovation, de gouvernance technologique, comment est-ce que l'on produit du progrès. C'est également un capteur en fonction d'usage et les usages, ils sont fondamentalement culturels et sociaux. Donc ça veut dire que vous comprenez très bien qu'en France et en Chine, on n'a pas le même rapport à l'image. Et donc, on n'a pas les mêmes rapports aux capteurs d'image. Et donc, on n'a pas les mêmes rapports aux caméras et aux appareils photo. Et en particulier, je pense que... Alors, parler de la Chine, c'est toujours un petit peu ambitieux, puisqu'en fait, la Chine, c'est une construction sur le temps long de foyers culturels qui sont au moins 4 principaux et qui ont fusionné au cours du temps, qui font que la Smart City chinoise, ça n'existe pas. Ce sont des Smart Cities dans des territoires qui ont une histoire propre et des cultures propres. On a 4 principalement. La Chine du Nord avec le bassin de la Wei qui se prolonge ensuite dans le golfe de Bohai. On a la Chine intermédiaire autour du Yangtze, on a la Chine du Sud et puis on a la Chine de l'Ouest au niveau du Sichuan. Et donc ces 4 Chines déjà produisent des choses radicalement différentes en termes de politique, de gouvernance et donc mécaniquement d'innovation. Et puis on a également sur les capteurs, on va dire, vidéo, on a, je pense, le poids de la culture et des usages sociaux qui fait qu'en particulier en Chine, on a le poids du confucianisme qui privilégie la notion de face. C'est-à-dire qu'avoir une bonne face, avoir une belle face, avoir une face respectable, ça veut dire avoir une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, de bons rapports sociaux, de bons comportements. Et donc, quand on a une belle face, on n'a pas peur de la montrer. Ce qui n'est pas... et donc, ça ne me surprend pas que la Chine insiste sur la reconnaissance faciale, puisque pour moi, c'est une traduction culturelle d'un rapport à la fois au visage et au système technique et au capteur. Ce qui n'est pas du tout notre cas.
On n'a pas la culture de la face en Europe, on a plutôt la culture de la vie privée. Donc c'est radicalement différent, ce sont deux mouvements vers l'extérieur ou vers l'intérieur opposés qui fait qu'on n'a pas le même usage. Et deuxième point, on a des modèles de Smart City aussi différents à l'extérieur de la Chine, en Asie, tout simplement parce qu'ils sont le produit de politiques industrielles et technologiques, également d'attentes culturelles et sociales différentes. Quand on est au Japon, par exemple, on avait en 2010 un programme national, un appel, qui s'appelait le programme Smart Communities, donc pas Smart Cities, mais Smart Communities. Les Japonais avaient mis l'accent sur la communauté, donc l'aspect déjà un peu plus social, qui a donné lieu à un appel d'offres qui a labellisé 4 démonstrateurs publics, enfin des partenariats publics-privés, Yokohama, à côté de Tokyo, essentiellement sur l'énergie, Kitakyushu également sur l'énergie, Toyota sur les transports et Kyoto Keihana sur l'aspect campus universitaire. Et en 2011 s'est produit la catastrophe que tout le monde connaît, la catastrophe de Fukushima, qui a complètement recontextualisé l'approche Smart Communities par le biais de l'énergie et de l'articulation entre les macrosystèmes techniques à l'échelle nationale et la construction d'unités autonomes avec en particulier les smart grids. Et ensuite tout ce qui découle sur la tarification dynamique de l'énergie, etc., etc. Ce qui fait qu'au Japon, une catastrophe industrielle majeure, qui est Fukushima, qui a conduit à l'arrêt des centrales nucléaires du pays, donc 30% de mix énergétique en moins du jour au lendemain, a conduit à recontextualiser l'ensemble de la recherche Smart City, Smart Communities sur essentiellement l'énergie. Quand on est en Corée du Sud, c'est un sujet encore différent, puisqu'on avait dans les années 2000, la Corée du Sud à l'époque était pionnière, ce qu'elle n'est plus, elle a perdu son leadership. Elle avait développé en 2002 un programme national qui s'appelait les U-Cities, pour Ubiquitous Cities, les cités ubiquitaires. Et l'enjeu était double. Il était d'abord urbain, c'est-à-dire aménager des villes nouvelles, c'est-à-dire des villes fondées sur de la tabula rasa, pour absorber la croissance démographique urbaine. Et elle était également technologique. Elle visait le déploiement à l'époque de la 3G et des technologies numériques, en particulier du web, dans les systèmes urbains que l'on crée du coup avec ces villes nouvelles. Donc les U-Cities, c'était à l'origine ça. Donc c'était une approche très, on va dire, télécommunicationnelle. Et en 2018, la Corée du Sud a lancé un nouveau programme qui s'appelle Smart Cities, qui prend le relais de U-Cities, mais qui est lancé par un gouvernement de gauche, alors que le U-Cities était lancé par un gouvernement de droite, avec du coup un volet social et environnemental beaucoup plus poussé, et puis surtout des relations avec les Nations Unies et les SDGs. En particulier l'axe sur les villes intelligentes et durables, dont la Corée voulait se faire un démonstrateur pour ensuite montrer ses bonnes pratiques à l'échelle internationale. Faire de nouveau une sorte de cas d'étude. Donc avec un volet environnemental beaucoup plus prononcé, un volet social aussi beaucoup plus prononcé. Quand on est à Singapour, il faut également prendre en compte le contexte politique et géopolitique. Singapour, c'est quoi? C'est un régime autoritaire extrêmement petit, c'est un hub. C'est un hub autoritaire. Et donc c'est la clé de voûte, effectivement, c'est la clé de voûte de toute l'Asie du Sud-Est, en termes géopolitiques, et en interne, c'est un régime autoritaire, essentiellement de tendance chinoise, même si bon, c'est un creuset culturel également. Ça veut dire que Singapour, son objectif avec la Smart City, c'est l'amélioration de l'efficacité des infrastructures urbaines, c'est de l'optimisation. Mais ils font de l'optimisation selon leur nature géopolitique de hub, en faisant venir sur leur sol énormément d'acteurs et de partenaires. En particulier de grands campus universitaires, on a l'école polytechnique de Zurich, on a Harvard, on a Oxford, etc., de grands laboratoires publics et privés, de grandes entreprises internationales. Donc on n'a pas du tout la logique que l'on retrouve en Chine, en Corée du Sud et au Japon, de grands champions nationaux que l'on développe à l'origine dans une pratique protectionniste avec l'aide de l'État pour ensuite développer des démonstrateurs qui font une génération technologique que l'on réexporte ensuite. Là, on est plutôt sur, on fait venir les compétences sur notre hub de développement technologique et ensuite on va les réexporter. Donc évidemment, la pratique est radicalement différente. Et donc à Singapour, on trouve de tout, contrairement la diversité des cas d'études est beaucoup plus importante, je trouve, et c'est lié certainement à cette dimension de hub. Et en particulier, on pourrait citer 2 cas d'études. Les transports,
avec en particulier les péages urbains qui sont en train de devenir satellitaires. Ça veut dire qu'on supprime les péages et puis en temps réel, on regarde où se trouve le trafic, où se trouvent les véhicules et comment est-ce qu'on tarifie leur usage de la route et des infrastructures de transport. Et un deuxième cas qui est la géopolitique des serveurs, puisque Singapour cherche à devenir le serveur de l'Asie avec l'enjeu derrière des données, y compris des données de toute l'Asie du Sud-Est. Merci beaucoup, et c'est effectivement très complet. Et du coup, on peut en conclure qu'il y a plein d'autres approches en Asie de la Smart City, et c'est très intéressant de l'aborder sous l'angle général des politiques qui sont menées dans ces pays, des différentes politiques, et aussi parfois des éléments perturbateurs qui peuvent autant transformer les politiques d'intégration des technologies ou de développement des technologies dans les villes, voire même de développement des villes avec la technologie à partir de rien. Maintenant, question vraiment à vous trois ouverte. On a beaucoup parlé de le développement des technologies en Asie et des business européens éventuellement en Asie ou des coopérations qu'on pouvait avoir. La question qu'on se pose, c'est quel est l'inverse ? Est-ce que ce sont des technologies qui arrivent ? Comment est-ce qu'on coopère ? Est-ce qu'on a des travaux communs en Europe ? Quel impact ça a sur nos villes ? Est-ce qu'il y a un de ces modèles de Smart City qui nous plaît et qui va s'imposer ou s'importer volontairement en Europe ? Quel impact de toute cette dynamique assez forte sur les villes européennes ? Je ne sais pas qui veut commencer. On refait comme ça. Bon, tant que j'ai le micro, on va faire le chemin inverse. Oui, alors c'est une question effectivement fondamentale. Comment dire ? Il y a plusieurs enjeux sur l'intérêt que peuvent avoir les grandes entreprises asiatiques dans la fabrique urbaine européenne, en particulier la Smart City. La première, évidemment, tout le monde le sait, c'est l'interopérabilité des technologies. Bon. Au-delà de ça, c'est évidemment les questions des usages sociaux et des résistances derrière. Et donc, quand, par exemple, le Japon est arrivé à Lyon, avec le projet Lyon Smart Community, et la terminologie, bon, je trouve, est éclairante. Le Japon a développé des projets Smart Communities, ils arrivent à Lyon, et bien, ils reproduisent des Smart Communities. Donc Lyon, c'est pas Smart City, c'est Smart Community. Et le Japon est arrivé avec le NEDO, l'équivalent de l'ADEME, et puis Toshiba, en partenariat donc avec EDF, en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, y compris du BTP, de l'énergie, des transports, etc. Et a développé un démonstrateur tel qu'ils l'auraient développé chez eux, mais avec des partenaires français et des technologies françaises et des Français pour tester l'acceptabilité sociale et puis les usages. Donc évidemment, il y a ce point-là. Néanmoins, est-ce qu'on pourra exporter en Europe, depuis l'Asie, des démonstrateurs de Smart City tels quels ? La réponse est non, pour la simple et bonne raison qu'on a une législation qui ne permet pas tout, et en particulier pour ce qui est de la reconnaissance faciale, on a le RGPD qui fait de la reconnaissance faciale une donnée biométrique et qui l'interdit dans les espaces publics. Ce qui signifie que derrière la question de la reconnaissance faciale, ce n'est pas tant les données biométriques le nœud du problème, c'est comment est-ce que vous allez définir votre espace public. Et à partir de la redéfinition légale de l'espace public, vous avez la redéfinition légale des usages et les limites au déploiement de la reconnaissance faciale, et le cœur du problème est là, ce qui veut dire en amont que vous allez redéfinir légalement via l'espace public, et ce qu'est un espace public, la nature des villes et de leurs usages. Donc c'est là certainement en fait où on aura le plus gros impact. Ce n'est pas tant dans la Smart City, mais c'est dans la redéfinition de ce qu'est un espace public et de ses usages en tant que fondement historique, culturel, politique de ce qu'est la ville européenne sur la base des héritages gréco-romains de la cité. Je rejoins totalement ce que vous disiez, Raphaël, et ça c'est une question, c'est une grande question. Pourquoi ? Parce qu'en général, les gens qui ont des réponses à ces questions, ce sont des urbanistes ou des universitaires qui ne sont pas des decision makers. Donc c'est ça le souci. C'est que nous, c'est pour ça que tout ça, ça nous défie énormément. Et c'est pas du bullshit de dire ça doit être territory-centrique. C'est-à-dire, mais ça rejoint le fait que quand on a de grands acteurs, que ce soit Alibaba ou Engie, peu importe, vous êtes obligé d'arriver technocentré sur... Enfin, vous essayez d'aller contre ça en développant des écosystèmes autour parce que c'est le sujet. Donc, ce n'est pas du bullshit que de se dire ça doit être écosystémique. Pour être très concret, on va dire par exemple,
nous, le projet qui est assez holistique et dont on veut prouver qu'il y a un business model viable et qui part de l'immobilier et qui est by design écologique, digital et centré sur des usages. Mais si on veut le développer dans le Jura ou à Kigali ou à LA, on va partir avec le même cahier de charge qui est de dire on doit descendre l'impact carbone, etc. et avoir quand même une création de valeur, mais on doit regarder la réglementation au niveau de l'urbanisme, les politiques publiques privées, la trade war. Est-ce que ça coûtera moins cher de ramener, même si ça coûte pas cher, est-ce que j'ai envie de ramener une techno de caméra, même si ça me coûte moins cher? Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on doit changer totalement dans nos têtes, c'est de dire il y a une espèce de tech store. Les technologies sont disponibles partout. Il ne faut plus être dans cette logique de redévelopper, etc. Mais le challenge qui est de faire une architecture de qu'est-ce que je développe, qu'est-ce que je redéveloppe, qu'est-ce que j'achète, ça, il faudrait presque passer plus de temps que ce qu'on le fait avant, parce que ce n'est pas de l'argent, mais c'est quand même un peu de brain. Et par exemple, sur la Chine, moi, je trouve qu'on a intérêt à copier-coller des choses très simples et qui ne sont pas très compétitives sur les applis. Quand vous allez à Shenzhen, toute la partie Smart City façon Dijon, qui sont juste les applis qui facilitent tout sur les usages, c'est pas rocket science, mais ils le développent plus vite parce que ça scale. Prendre un partenaire et le co-développer parce que ça créerait vraiment de la valeur dans une Smart City européenne, pourquoi pas? Mais c'est autre chose que de parler du grid parce que ça touche des sujets plus souverains, etc. Par exemple, la ville éponge, on a défini, nos urbanistes sont très avancés là-dessus, mais comme ils l'ont fait à grande échelle, ils commencent à avoir des retours sur investissement plus intéressants sur la partie ville. Donc on pourrait le faire avec des partenaires justement autres que français. Donc je pense que la clé, c'est se poser et se dire, je regarde quelles sont les vraies métriques et dans ce cas-là, je décide. Parce qu'on sait qu'en Corée, ils sont forts sur ce sujet, ou à Singapour, où il y a juste un universitaire qu'on peut ramener, ou faire des chaires. Mais ça a l'air d'être un peu simple à dire comme ça, mais je pense que c'est comme ça, que c'est le défi écosystémique. Et c'est ce qu'on essaie de faire ensemble, parce que, pour que ce ne soit pas boîte par boîte ou ville par ville. Nous, on revient d'un sommet Euro-China, celui qui a été fait par la NDRC, la Fondation Raffarin à Nanning, le 26 septembre, il y avait 17 villes européennes et 27 villes chinoises. Eh bien, ce qui était étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de collaboration. Dijon vient dire, voilà ce que je fais. Riga vient dire, moi je suis fort pour ça. Ningbo vient dire, moi je fais mieux l'eau que... Mais c'est là où on voit que c'est très compliqué de dire comment on peut tricoter un truc ensemble. Mais donc la question, oui, on peut importer, c'est pas de l'import-export, c'est du codev, mais ça suppose de mettre des gens comme Raphaël, mais avec des gens qui peuvent mettre l'argent. Parce que s'il y a des gens qui ont des solutions, mais ils ne sont pas à côté des gens qui investissent, ça ne crée pas grand... Voilà, j'avais compris. Voilà, pour ajouter juste un élément, je pense qu'effectivement, les solutions Smart City qui ont été développées en Chine, la Chine va essayer de les exporter. À mon avis, ça passera peut-être plutôt par les routes de la soie en premier, parce qu'il y a la sphère d'influence. Donc ça, c'est les éléments qu'il faut regarder. Et inversement, je pense qu'aujourd'hui, de la manière dont les Smart Cities sont développées en Chine, il y a un côté technologique assez important lié aussi à la culture chinoise. Et quand on discute quand on assiste à des conférences, ce qui intéresse du côté européen ou du côté français, c'est le fait que, dû à la sensibilité particulière européenne, je cite un présentateur qui expliquait qu'on met toujours de l'humain dans tout ce qu'on fait. Et donc, on va amener une sensibilité différente, une touche différente à ces Smart Cities, dont les Smart Cities chinoises auront besoin. Et je pense que les gens s'en rendent compte, et c'est aussi la valeur ajoutée qu'on peut arriver pour se brancher sur cet écosystème. La French Touch, un peu. Exactement, la French Touch.
Écoutez, merci beaucoup pour tous ces regards vraiment divers et complets. J'espère que ça vous aide en tout cas moi c'est mon cas, à prendre du recul sur ces sujets qui sont loin d'être binaires, qui sont éminemment complexes et qui avancent à des vitesses et des échelles folles, la technologie dans les villes. Donc là, je joue mon rôle de maître du temps, mais on peut prendre quelques questions dans les 5-10 prochaines minutes, soit à nos intervenants ici, soit à mes collègues de la mission. Donc je vais passer parmi vous. Monsieur, allez-y. Je capte ce concept de smart communities. Je voulais le reproposer vraiment comme une façon de voir plus consensuelle par rapport aux zones reculées, les villages et tout ça. Quand on dit smart city, c'est comme si tout le monde va devenir cité, et c'est un monde un peu très futuriste qu'on a là. Donc smart cities, on devrait davantage travailler dans ce sens. Merci. Smart communities, pardon. Ouais. Tu veux réagir ? C'est très intéressant ce que vous dites. En fait, j'avais un projet à une époque avec Engie, en particulier avec le CRIGEN, qui est le laboratoire de sociologie. Et on avait plusieurs équipes en compétition sur des projets de microgrid en Asie du Sud-Est. Bon, évidemment, il y a beaucoup de choses confidentielles, mais on avait effectivement réfléchi à voir comment est-ce que le microgrid pouvait être un outil de développement territorial. Et c'était du microgrid, voire du smart grid. Donc ça restait quand même du smart. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Ouais. Bonjour, je m'appelle Jean-Nicolas Lepage, je suis responsable commercial collectivité en charge des offres Smart City pour Capgemini. J'ai une question, je m'intéresse d'abord à ce qui se fait en Europe avant d'aller peut-être à l'étranger, enfin, au-delà des frontières de l'Europe. La question que je me pose, c'est que dans moins de 30 ans, on sera 2 milliards d'hommes plus sur Terre, c'est-à-dire que 2 milliards, c'est 285 métropoles du Grand Paris à construire, ou en tout cas d'autres mégapoles à aménager pour accueillir ces personnes-là. En France, on a un petit souci. Bon, je discutais la semaine dernière avec Toulouse Métropole qui me disait qu'ils accueillaient 15 000 personnes par an qui fuyaient la campagne. Enfin, qui rejoignaient la ville pour des questions économiques, pour des questions de travail, etc. La question que je me pose, c'est est-ce que quand on regarde les programmes européens, notamment H2020 et bientôt H2030, énormément d'efforts sont faits pour garder les gens dans les campagnes et développer des smart grids ou des smart cities, en tout cas des territoires connectés et intelligents dans les campagnes pour éviter cet afflux dont les politiques aujourd'hui ne savent plus comment les gérer. Est-ce qu'il y a la même chose en Asie, et qui finance en Asie, qui est maître de ce développement-là? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est une sorte de programme asiatique type Commission européenne? C'est un sujet hyper important et c'est un sujet qu'il va falloir faire porter tous à bon niveau. Nous, on connaît des entrepreneurs français qui sont en train de développer sur la sortie de la 6 vers Auxerre déjà des expérimentations. C'est des gens qui tiraient de la fibre et donc qui connaissent le problème, et de se dire à un moment quand la fibre arrive et qu'on a du débit, on peut avoir une espèce de vrai WeWork, mais pas en banlieue, mais à 200 km de Paris, là où les gens peuvent avoir envie de vivre, et là où on peut avoir des gros espaces de coworking, où la personne, au lieu d'aller bosser chez Capgemini à La Défense, ou je ne sais pas où vous êtes, peut rester à Blois, à Chartres, dans le Jura, etc., et venir que 2 fois. Mais il faut le penser de façon globale. Donc ça, c'est un sujet... nous, on connaît des entrepreneurs qui veulent développer ça, mais comme on n'a pas la facilité de financement comme un WeWork, même si ça se casse la figure aujourd'hui, mais pour faire un gros projet territorial totalement privé, il y a toujours besoin, en France d'ailleurs comme en Chine, de ce côté public-privé qui est lié à des décisions différentes. Moi, je ne connais même pas l'agglomération versus le parc, la grande intercommunalité. Donc c'est un sujet, si vous avez des think tanks sur ce sujet-là, il y a des entrepreneurs qui travaillent pour justement créer des modules smart, mais dans le sens justement pré-rural ou à la sortie des villes, où il y a des gens qui travaillent, de l'activité autour, et qui désengorgent parce qu'on peut se mettre en visioconférence
parce qu'il y a la fibre qui arrive, mais c'est un sujet qui ne peut pas être fait sans discuter avec les politiques et des grands acteurs de l'immobilier. Et d'ailleurs, en Chine, l'avantage et l'inconvénient, il y a beaucoup d'expérimentations comme ça. Elles ne marchent pas tout le temps parce qu'on ne peut pas obliger les gens à aller quelque part. Nous, on a visité des tonnes de villes où ils ont mis beaucoup d'argent pour garder des choses à distance, mais quand il n'y a pas quelque chose d'humain qui se passe, ben les gens n'y vont pas, ça reste un peu fantôme. Donc c'est la limite aussi du top-down. Donc oui, c'est un vrai sujet. Oui, il faut que ce soit développé en zone périurbaine, mais comme c'est lié à la réglementation et au partenariat public-privé, il faut le faire autour d'un think tank et le pousser avec des acteurs. Mais c'est un sujet, si la France pouvait donner le là pour... parce qu'on a quand même on a une infrastructure routière et de logistique et de transport, tout n'est pas loin, on peut démontrer quelque chose dans ce sens-là. Et que les gens, on ne subirait pas les grèves de la SNCF. On a une dernière question ici. Ouais, j'ai plusieurs questions à vous poser. Donc, ouais, vous parlez de gouvernance politique, un peu territoriale, mais je n'ai pas entendu parler de sujet de gouvernance de la donnée. À qui appartient cette donnée? C'est plus dans ce sens-là, parce que, enfin, du moins en France, notamment même pour les projets de construction, on a toujours du mal à savoir à qui appartient, par exemple, certains plans ou certaines données ou des données d'IoT. Deuxième question, deuxième question, c'est plus au niveau de... Vous mettez beaucoup d'importance sur l'interopérabilité. Actuellement, les éditeurs de logiciels et puis même de capteurs IoT, la plupart du temps, ils sont développés sur des logiciels propriétaires. On a de très gros problèmes. On a beau parler d'ETL. Personnellement, pour avoir touché au plus connu qui est FME, je suis jamais content, quoi. Enfin, surtout en parlant de territoire, quand je veux convertir certains fichiers, j'ai toujours le résultat. Enfin, je peux pas vendre ça à un client. Et maintenant, là, c'est plus une question sur le budget et des infrastructures. Comment, dans les pays asiatiques, ils ont pu développer des infrastructures et des IoT et de la donnée sans que ce soit un modèle anthropique. Je m'explique, c'est que parce que chaque donnée qu'on produit, on doit y aller la requêter vers une adresse. Si cette adresse-là change, on perd. La seule, moi de mon côté, la seule approche que j'ai vue, c'était l'approche au niveau du web sémantique. Lier ces données par la sémantique, mais j'ai juste vu des cas un peu universitaires, ou bien sinon le seul moteur de recherche que j'ai vu, c'était le moteur de recherche d'Open Data de Google qui est sorti l'année dernière en version bêta. Mais sinon, j'ai pas vu grand-chose, donc voilà. Vous travaillez où en fait? Moi, je suis étudiant. Je fais un master spécialisé en BIM. En BIM? Ouais. Et vous développez en fait des OS qui peuvent être embarqués dans des capteurs IoT? Non. Enfin, moi là-bas, comment vous dire, je me suis lancé sur un projet personnel depuis décembre. Entre-temps, je fais un petit stage à la région Île-de-France, dans la partie numérique. Mais voilà quoi. Donc, à la base, je vais me lancer sur un petit projet personnel orienté sur la modélisation de la ville et de l'énergie, etc. Tu veux répondre sur la donnée? En fait, sur la donnée, pour être simple, c'est un grand sujet. C'est-à-dire, nous, dans notre cas, c'est assez simple parce que c'est juste de la donnée énergétique collectée dans la ville qui appartient à la ville, qu'on renvoie dans le cloud de la ville. Et on n'est pas sur de la donnée de personnes. Mais quand il s'agit des données des personnes, effectivement, il faut regarder au cas par cas, réglementation par réglementation. De toute façon, il n'est pas recommandé d'y toucher quand on est à l'étranger. Déjà, en France, ce n'est pas totalement réglé. Si c'est de la donnée personnelle, on n'a pas du tout, effectivement, les mêmes politiques. Par rapport à l'interopérabilité, je pense que c'est des questions de geek, on peut en parler après. Mais moi, j'ai vu on a énormément de PME et de start-up qui sont soit collés à du classique, du LoRa ou de ce que fait GE ou de ce que des capteurs standards ou qui développent du propriétaire. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression que l'interopérabilité soit un verrou. Aujourd'hui, on fait des développements, ça interopère. Après, ça dépend quel type de données, où on veut l'envoyer. J'ai pas compris la difficulté dont vous avez parlé, mais je pense que ça va... C'est pas un sujet qui intéresse, c'est trop pointu pour que ça intéresse tout le monde.
Mais l'interopérabilité, c'est plus lié aux autres modules technologiques qu'on transporte. Est-ce qu'on est en train de parler justement d'une donnée de personnel facial ou d'une donnée énergétique ou d'une donnée de mobilité? Donc, mais on peut vous présenter aux startups et aux groupes de travail qui travaillent sur ces sujets-là et vous pouvez les questionner. Je sais pas si, Alors, juste un petit point sur la donnée. Il y a une ville en Chine qui s'appelle la ville de Guizhou, où ils ont envie de mettre en place des centres de données parce que comme il y a de l'eau qui circule, il y a des montagnes, c'est un peu moins consommateur d'énergie. Et puis aussi qu'ils ont à gérer les données pour l'ensemble des provinces et l'ensemble de la Chine. Donc des quantités colossales de données. Donc ils réfléchissent à comment optimiser ces données-là. Sur la problématique des données, effectivement, sur certains cas, un opérateur étranger a des difficultés. Dès qu'on parle, par exemple, de données sur la médecine, de données sur l'hôpital, c'est quand même des données très sensibles. Donc, ne serait-ce que pour les opérateurs chinois, mais a fortiori pour les opérateurs étrangers. Donc, c'est des données qui restent confidentielles. Voilà. Alors après, sur certains éléments, par exemple la ville de Shanghai, il y a des initiatives à regarder, notamment sur Open Data, donc ils commencent à mettre à disponibilité des sets de données, par exemple sur les données de transport de mobike, vous savez, les bicyclettes partagées commencent à être accessibles pour donner la possibilité aux citoyens, aux utilisateurs de voir comment interpréter ces données. Donc il y a des ouvertures sur certaines données qu'on voit dans certaines villes comme Shanghai, mais c'est un sujet complexe aussi. Alors, peut-être très rapidement sur la gouvernance de la donnée. Alors, je vous invite à lire le dernier bouquin qui vient de paraître de Antoine Courmont de la CNIL et qui s'appelle Gouvernance des Smart Cities. Alors, c'est un sujet extrêmement complexe. En France et en Europe, vous avez des réflexions en cours sur ce qu'on appelle le self-data, ça veut dire comment redonner aux individus le contrôle de leurs données et puis comment faire en sorte qu'ils puissent éventuellement les revendre ou les mettre à disposition contre bénéfice. Pour l'instant, c'est pilote et puis ça ne donne pas grand-chose à mon sens, c'est un peu curieux. Néanmoins, au niveau de la réglementation, alors vous avez deux choses à lire sur la gouvernance de la donnée, c'est le RGPD et puis c'est tous les textes de la CNIL. Il y a quelque chose d'assez complexe, c'est-à-dire que lorsque on utilise une donnée personnelle, pas une donnée privée, puisque bon, ça ne veut rien dire une donnée privée, mais une donnée personnelle, une donnée individuelle, elle est protégée dans le cadre du RGPD, y compris quand c'est un sous-traitant qui la manipule. En revanche, lorsqu'elle est stockée sur un serveur qui se trouve à l'étranger, en particulier aux États-Unis, la question du RGPD et le champ d'action de la CNIL sont largement limités. Et là, pour le coup, vous faites à peu près ce que vous voulez. Donc, en fait, la donnée, elle est associée évidemment à où elle est stockée. Et à partir du moment où vous la stockez à l'extérieur de votre territoire national, vous n'avez plus moyen de la réguler. Et merci pour ces regards experts et riches et pour vos questions. Je pense qu'on peut vous applaudir. Personnellement, moi, donc à gauche, là, vous avez juste une petite photo. Tout à l'heure, on parlait de gros visuels de CityBrain avec un grand écran. C'est un démonstrateur, il me semble, à Longgang, le quartier de Longgang, à Shenzhen, de Huawei, qu'on avait pu aller visiter. Ça me rassure beaucoup d'entendre dans tous ces échanges qu'au final on part des technologies aux défis des villes, et quand on parle de technologie, on a systématiquement parlé de l'usage et des politiques et de la manière dont on fait société et de sujets bien plus profonds, ce qui montre qu'on a du recul sur le sujet, ce qui est assez rassurant. Merci à vous tous d'être venus. Merci à des partenaires qu'on a rencontrés pendant l'expédition d'avoir fait le déplacement. Merci à d'autres d'avoir fait le déplacement aussi de toute la France et même d'ailleurs pour venir ici. Et je vous invite à suivre les travaux de tous ceux que vous avez entendu parler, notamment un peu de pub pour la Fabrique de la Cité, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux dont on a parlé qui sont similaires à ceux de Toronto en ce moment, où il y a un projet qui est en train d'être mené par Google et qui donne des enjeux passionnants et en plus dont l'échéance est en train d'arriver la semaine prochaine.
Si vous voulez en savoir plus et avoir d'autres occasions de ces événements, vous avez les flyers qui ont été posés sur les chaises et vous avez la possibilité de vous abonner à nos réseaux sociaux et nos newsletters. Léonard, mais j'imagine aussi newsletter de la Smart Building Alliance. Je vous remercie. Un buffet à votre disposition pour continuer l'échange de manière plus informelle. Merci beaucoup.